Bonjour, deuxième matinale de ce grand rendez-vous du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes organisé par Laura HLM. Au cours de ces matinales, vous le savez peut-être d'ailleurs si vous étiez avec nous hier matin, nous ouvrons la réflexion et le débat autour des grands enjeux, des grands défis auxquels le logement social est confronté, défis économiques, défis climatiques, on y reviendra dans quelques minutes, et défis sociétals. Pour chacun de ces défis, nous nous faisons accompagner de l'expertise d'un spécialiste qui nous aide à la fois définir les enjeux, établir un état des lieux et dégager des pistes de réflexion. Et puis nous mettons cela en débat avec des dirigeants d'organismes du logement social de la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec des élus de diverses collectivités. L'ambition, et on l'a vu hier, est de voir comment à la fois les responsables du logement social et les élus peuvent mieux travailler ensemble, partager un constat et avancer ensemble vers des pistes de travail. Et vous pouvez intervenir à tout moment dans nos discussions, vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des réflexions. Vous avez sur votre écran à droite une petite fenêtre qui vous permet de nous envoyer questions et réflexions et j'essaierai évidemment tout au long de cette matinée de m'en faire le relais. Bonjour Marc Gomez. Bonjour Bernard. Vous êtes le président de Laura HLM, donc vous organisez ces matinales. Et je voudrais qu'on revienne très très rapidement sur la première matinale d'hier, qui était consacrée à une question clé, le défi économique, où on est beaucoup revenu sur ce qu'est le modèle économique du logement social, sur à la fois ce qui le menace et sur les façons de faire en sorte qu'on le préserve et qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel, vous, dans cette matinée d'hier ? Beaucoup de choses. En synthèse, déjà, un très bon climat, un bon partenariat entre les élus et les dirigeants d'organismes, et on peut s'en féliciter, et qui montre l'importance de respecter ce partenariat et de le renforcer avec d'autres acteurs. Je note également le consensus qu'on a eu hier matin sur le fait qu'on est une région forte, que le mouvement HLM que je préside est fort, ambitieux dans la proposition. Il a été clairement dit que nous avons toujours été dans la proposition, dans l'innovation, et qu'on n'a rien à démontrer sur notre capacité à faire. Ce n'est pas un sujet. On peut noter par contre que le modèle économique est bouleversé petit à petit, de façon indirecte ou de façon directe ou en prévisionnel, et qu'on ne peut pas ignorer ce changement de paradigme au niveau de l'économie. Il est donc important, et c'était aussi un des consensus, de travailler de concert ensemble pour que le mouvement HLM au niveau de la région reste un fondement de l'économie et puisse également continuer sa transformation. Pour autant, on a vu l'expérimentation à sa limite, donc il est important là aussi de poser les choses et d'assumer clairement, si nous devons aller sur un changement de paradigme au niveau économique, il faut s'en donner les moyens, il faut l'assumer et il faut y aller encore plus fortement ensemble. Alors on le disait hier, les trois défis que vous avez choisi de mettre en avant sont évidemment interdépendants. Les questions économiques, climatiques et sociétales qu'on verra demain matin. C'est particulièrement vrai du défi climatique qu'on va aborder ce matin, qui a un lien direct avec l'économie et le modèle économique du mouvement HLM. C'est vrai Bernard, on ne peut pas relever ou vouloir relever un défi climatique si on n'a pas un modèle économique robuste. Et ça, c'est un point important que l'on dit avec force. Pour autant, rappelons, avec ces 2 milliards d'investissements générés chaque année, le mouvement HLM de la région est force de richesse sur le territoire, un effet de levier, un effet d'entraînement, autant sur l'emploi direct que sur l'emploi indirect, notamment par la création de filières. On l'a abordé hier également, la création de filières sur les énergies décarbonées, sur les filières par rapport aux biosourcés, sont des enjeux du local, de la région. Et l'ensemble des acteurs, que nous soyons région, département, métropole, EPCI, Comcom, Agglo, communes, nous devons tous ensemble travailler pour structurer ces filières et pour relever le défi climatique. Je pense que c'est un des points qu'on va aborder tout à l'heure avec nos invités. Merci Marc Gomez pour peut-être nous avoir rappelé que les organismes HLM de la région sont précurseurs, qu'on a des élus qui sont extrêmement ambitieux et qu'il est donc vraiment important de parler un langage de vérité comme nous le faisons depuis hier et d'assumer un changement de paradigme.
Je pense que le message va être reçu par les invités que nous avons ce matin. Je leur fais confiance, bien sûr. Donc on va débattre dans quelques instants de ce défi climatique. Je vous propose d'abord de regarder quelques images justement pour à la fois bien mesurer les enjeux et revenir sur un premier état des lieux de ce qui se fait en Auvergne-Rhône-Alpes et de ce que font les organismes du logement social. On le regarde et on se retrouve après avec nos invités. Pour limiter les effets du réchauffement climatique, chaque geste compte, surtout quand on pèse autant que le secteur du logement social, qui représente 1 logement sur 6 en Auvergne-Rhône-Alpes. Le secteur résidentiel dans son ensemble est le 2e secteur le plus énergivore, derrière le transport routier. Il représente près de 27% de la consommation énergétique et 18% des émissions de gaz à effet de serre. Le logement social a une longue tradition d'innovation. Il est souvent en avance sur son temps par son architecture, par la performance énergétique de ses bâtiments, le recours aux énergies renouvelables ou encore par la prise en compte des publics aux besoins spécifiques et des nouvelles façons d'habiter. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, votée en 2015, fixe des objectifs clairs. Faire passer l'ensemble du parc de bâtiments au niveau BBC, à échéance 2050. La première stratégie nationale bas carbone, adoptée la même année, fixe en outre comme objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à la même échéance. Pour atteindre ces objectifs, les bailleurs investissent dans la rénovation thermique des logements, mais pas seulement, car ils intègrent en même temps les autres travaux nécessaires à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent ainsi à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, tout en luttant contre la précarité énergétique. Dans la région Aura, 11 000 logements sont réhabilités chaque année, dont 4 000 en BBC. Les bailleurs innovent pour décarboner leur mode de chauffage et misent sur des énergies plus propres. En amont, ils réfléchissent pour construire plus durable et concevoir des logements plus vertueux écologiquement. Pour cela, ils utilisent des matériaux biosourcés comme le bois et valorisent les approvisionnements locaux. Ils s'engagent aussi aux côtés des acteurs du BTP pour diminuer les déchets produits sur les chantiers. La loi Climat et Résilience prévoit de réduire par 2 le rythme d'artificialisation des sols dans les 10 ans à venir. Répondre aux besoins en nouveaux logements demandera de prendre en compte les contraintes du zéro artificialisation net, le ZAN. Déjà, des projets innovants de réhabilitation d'anciens sites industriels ou d'anciens immeubles voient le jour. Les bailleurs sociaux, depuis longtemps déjà, se sont emparés du défi climatique. Leur unité décisionnelle, leur vision à long terme et leur expérience sont des atouts pour appréhender les enjeux systémiques liés au réchauffement climatique. Mais pour être à la hauteur du défi du siècle, il faut encore accélérer, changer d'échelle et innover en matière de mutualisation et de synergie entre tous les acteurs ayant le pouvoir d'agir en local, comme à l'échelle du pays, pour que les planètes soient bien alignées. Voilà, comment changer d'échelle, ça va être un des thèmes de notre discussion de ce matin, à partir de ce constat qu'on vient de voir. Je vous présente rapidement nos invités. Anne-Laure Stanislas, vous êtes maire adjointe de Clermont-Ferrand, chargée de la ville en transition, de l'évaluation et de l'impact carbone des politiques publiques. Rachid Kander, directeur général d'Assemblia, donc vous aussi vous êtes sur la partie Auvergne de la région. Patricia Dudonné, directrice générale de SDH, Société dauphinoise de l'habitat. Et puis Julien Dossier, qui est consultant, fondateur du cabinet Quattro Libri, spécialiste des stratégies de transition écologique et de la ville durable. On va avec vous voir dans quelques instants quels sont les enjeux aujourd'hui de ces défis climatiques pour le logement social et plus globalement pour la ville et ses territoires. Et puis je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez intervenir à tout moment dans cette heure de débat. Vous utilisez la petite fenêtre qui est dans le coin de votre écran et vous nous envoyez réflexions et questions et je relayerai ça dans la mesure du possible, bien sûr, en direction de nos invités et je ferai part de vos réflexions. Julien Dossier, on a vu ce qui se faisait déjà au niveau du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes, 11 000 logements
logements par an réhabilités. Et c'était dit dans le film, il faut aller au-delà, il faut aller plus vite. On n'est pas encore aujourd'hui au niveau des enjeux climatiques, c'est ça ? Oui, on pourrait dire que c'est chaud bouillant. La situation est vraiment d'une extrême urgence. Et pour nous rappeler les ordres de grandeur, de temps, il nous reste aujourd'hui 28 ans pour atteindre la neutralité carbone. Et si on applique le rythme de 11 000 logements par an, il nous faudrait 50 ans pour rénover ce parc. Donc il faudrait qu'on aille grosso modo au moins 2 fois plus vite. Donc c'est considérable l'effet d'accélération. Alors pour nous aider à mieux comprendre ce que sont toutes les implications de ce défi climatique, vous vous appuyez sur une fresque qu'on va découvrir ensemble, que tout le monde va pouvoir voir s'afficher sur l'écran, pour mieux visualiser la place du logement et ses interactions dans son environnement, à commencer par le logement lui-même, les bâtiments et leur usage. On regarde ça ensemble. Oui, et je pense que c'est intéressant de faire le lien avec le film qui aborde de très nombreuses thématiques et on va avoir l'occasion ici dans cette image de les resituer et pour en construire une vision systémique, une vision d'ensemble. Donc on part de la question sociale liée au bâtiment, comme nous y invite là cette petite bulle, avec un enjeu important d'adapter les bâtiments pour les différents segments de population que nous voulons accueillir. Et il faut pouvoir s'adapter aux différents besoins de population et anticiper aussi des leviers d'action qui vont être à l'échelle individuelle. On doit pouvoir rendre possible dans ces bâtiments des trajectoires de vie, des décisions que nous allons prendre dans notre intimité qui vont avoir un impact, que ce soit ce que nous mangeons, l'attention que nous portons à tel ou tel thème dans notre conversation. Les pratiques changent, les valeurs changent. Les valeurs changent aussi avec des notions qui se sont installées dans notre quotidien. Tu ne pollueras point, on n'a pas eu besoin d'une loi pour se dire qu'il y avait des choses qu'on ne faisait plus. Et on sent que ça, c'est aussi un effet d'entraînement entre justement la vision des offices HLM, des élus et de la norme, mais aussi de ce qui se passe dans la société qui bouge. Donc accompagnons ça. On a devant nous un mur d'investissement et comme l'a rappelé Marc Gomez, on a un changement de paradigme économique devant nous et faisons-en une vertu. On a un effet d'entraînement pour porter une transformation massive des réseaux, notamment de transport, mais aussi de repenser certaines filières économiques. L'événementiel a beaucoup souffert pendant la Covid, mais aujourd'hui, c'est un levier de mobilisation, de partage de nouvelles références. Et dans ces équipements-là, dans ces événements-là, qu'on a appris à ne plus utiliser de gobelets qu'on va jeter après le premier usage. Et donc on va pouvoir aussi par ces événements, par ces investissements, porter la création de filières, des filières d'emploi, des filières qualificatives qui vont être aussi des sources d'espoir pour une partie de la population, des enjeux de formation pour nous adapter à ces nouveaux besoins. Il y a des nouvelles compétences à acquérir. On va le voir aussi, on l'a vu quand on parle de matériaux biosourcés, c'est pas forcément les mêmes compétences dans l'industrie du BTP, donc il va falloir qu'on porte cette transformation à très grande échelle, y compris dans l'aménagement des lieux de travail. On l'a perçu pendant la pandémie. Travailler chez soi, c'était une nécessité. Faisons-en une vertu. Programmons des espaces, que ce soit des rez-de-chaussée ou intermédiaires, dans les bâtiments qui vont rendre possible justement cette transformation de la matière en local, en circuit court. Ce sont des enjeux qui sont là pour l'avenir. Alors, deuxième séquence. On va revenir sur la fresque. On a vu cette petite bulle verte là que vous animez et qui nous conduit à élargir à chaque fois un peu plus la focale. Et là, on élargit sur l'ensemble du territoire et sur les interactions avec la ville. Et oui, parce qu'on voit bien qu'on n'est plus dans une logique de gestion des enveloppes dont on va s'occuper de la consommation énergétique. On a une approche en métabolisme. On regarde les flux, donc ici, des comportements de consommation liés à l'alimentation, mais aussi à l'habillement, à la vie du quotidien. L'ensemble de ces flux va se mesurer en termes de logistique, comment est-ce que nos approvisionnements sont livrés, mais aussi en termes d'emploi, où allons-nous travailler et comment pourrons-nous nous rendre dans ces lieux de travail. Est-ce que c'est l'occasion de rapprocher les lieux de travail des lieux de résidence avec la possibilité de se déplacer à vélo? Comment allons-nous faire évoluer les usines? Quels sont les usages et les filières industrielles qu'on va développer? Comment est-ce qu'on va les transformer? Et on a abordé la question du zéro artificialisation net qui pose
un nouveau défi sur la gestion du foncier, mais nous invite également à être créatifs sur la reconversion de certains bâtiments, sur de nouveaux usages peut-être plus denses en périphérie, dans des bâtiments qui existent pour limiter l'étalement urbain et apporter aussi un nouveau regard sur les besoins de mobilité, plus de mutualisation, moins peut-être d'extension du réseau. On utilise là encore ce qu'on a et on préserve les ressources agricoles, le foncier libre pour des fonctions sociales aussi. L'agriculture de proximité, c'est un lien social. On a besoin de ces lieux de rencontre, de ces lieux de fraîcheur également. Anticipons les effets de canicule. On va avoir besoin de cette infrastructure biologique qui se construit de proche en proche à l'échelle de l'ensemble des filières d'approvisionnement du territoire. Donc on voit le cœur du système autour de la notion d'agroécologie qui va nous permettre de relier les fonctions agricoles, les fonctions énergétiques et la biodiversité, dans une vision où on va démultiplier, là encore, les débouchés pour les propriétaires agricoles et les exploitants. On a évidemment une question de forêt et les choix de bois qu'on utilise dans la construction vont déterminer des débouchés pour les espèces que nous cultivons ou dont nous disposons dans les forêts. 2/3 des forêts françaises sont du feuillu. Utilisons du feuillu dans la construction ou dans la rénovation. On a plus généralement une vision ouverte de la biodiversité avec une nouvelle approche pour le vivant qui doit nous guider dans l'équilibre de la présence de l'homme, de la faune, de la flore. Et puis, une question énergétique dans nos paysages. Cette transition, elle est visible et c'est une bonne chose. Elle doit nous inviter aussi à mesurer la consommation de notre énergie. Plus nous consommons, plus nous aurons besoin d'équipements, plus ça sera visible. Si nous réduisons notre consommation, eh bien, nous pourrons limiter la présence de ces équipements énergétiques autour de nous et préparons-nous à faire évoluer les filières, là encore, d'approvisionnement avec des distances longues qui doivent évoluer. On a besoin de relocaliser ces flux et c'est une opportunité pour un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes avec de très nombreux métiers qui vont pouvoir bénéficier de cette transition et former une vision globale de territoire. C'est ce que représente cette fresque de la renaissance écologique qui a été développée pour apporter une vision systémique et montrer que ces différents enjeux font système et portent une trajectoire d'espoir. Là encore, j'insiste sur cette notion-là. Il est facile de désespérer aujourd'hui devant la gravité de la situation. Construisons l'énergie, tissons les liens qui vont nous permettre de trouver des solutions. Alors justement sur ces solutions, on va y consacrer une grande partie de notre discussion de ce matin, mais la première réaction peut être de se dire on a tellement de choses à faire, on est au pied d'une montagne, par quel bout on le prend, est-ce que finalement, est-ce que c'est possible, compte tenu de ce qu'on a rappelé tout à l'heure avec Marc Gomez, c'est-à-dire qu'on a aussi un modèle économique du logement social qui est parfois en difficulté, des subventions ou des aides qui sont en baisse. Donc, en gros, est-ce qu'on peut vraiment attraper cette question? Et après, on verra avec nos invités comment. Moi, je pense qu'il y a un effet parc qui est vraiment intéressant. À l'échelle du parc Aura HLM, 516 000 logements, il y a de quoi porter des filières entières. Il y a aussi aujourd'hui des investisseurs qui sortent leurs actifs, et la Banque Postale l'a annoncé hier, ils arrêtent les investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon. Donc cet argent-là, il va se placer autre part. Donc faisons alliance, organisons des coopérations entre le public, le privé et puis des acteurs comme les offices HLM pour mobiliser des capitaux importants qui vont préfinancer certains travaux et le faire à l'échelle du parc. Et là, on sera à l'échelle de filière, on va créer les emplois et on va nourrir ce changement de paradigme économique. Donc allons-y, mais franchement. D'accord, écoutez, on va voir comment celles et ceux qui sont, et celui, pardon, qui est sur ce plateau réagissent à ce que vous avez dit. Je vous rappelle que vous aussi, bien sûr, vos réactions, vos questions sont les bienvenues tout au long de ce débat, vous toutes et tous qui nous regardez en ce moment. Alors d'abord sur le constat, sur les enjeux, Rachid, Kander, comment vous réagissez à la fois à cette présentation et à cette idée, je crois, qui est assez général, qui a été rappelé aussi dans le film, qu'il faut changer d'échelle maintenant. Oui, effectivement, il y a deux dimensions. Il faut à la fois changer d'échelle, mais il faut aller plus vite. Et c'est un peu le côté anxiogène de la question et du défi que nous avons dans nos organismes à relever au quotidien. Moi, je tenais quand même à rajouter une précision qui figure sur la fresque, mais
de Julien Dossier, c'est le petit détail tout au bout en haut à droite, qui est l'ouverture vers l'ailleurs. Parce qu'effectivement, l'analyse de la fresque pourrait laisser croire que tout ça doit fonctionner dans une espèce de repli. Et je ne crois pas que ce soit le sens de vos propos d'ailleurs, et le sens en tout cas de l'histoire. C'est important de le dire. Non, moi, la question, elle est effectivement très, très, très vague et très large. Mon intuition, c'est que c'est un enjeu culturel qui se joue là. Parce qu'il faudra que collectivement, on accepte à renoncer et donc à accepter de vivre avec moins de choses, moins de liberté au sens déplacement, enfin consommation, c'est-à-dire le modèle d'aujourd'hui est vraiment à inverser, mais il faut que cette contrainte soit acceptée, j'allais dire en pleine conscience. Et donc, d'où ces enjeux du vivre ensemble, du lien social, et quelque part qui sont aussi des sujets qui portent sur la responsabilité des bailleurs. Alors, on est peut-être en train d'empiéter sur la table ronde de demain, mais en tout cas, l'enjeu sociétal, j'allais dire, s'invite naturellement dans la fresque de Julien Dossier aujourd'hui. Ah bon, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, pour la commodité de la discussion, on séquence les questions économiques, climatiques et sociétales, mais on voit bien à chaque fois qu'on tire le fil de l'une, on a le reste de la pelote qui vient, ça c'est clair. Patricia Dudonné, sur ce constat, sur cette fresque et sur la responsabilité aujourd'hui des organismes de logement social par rapport à cette situation. Je pense qu'effectivement, les volumes qui ont été évoqués à la fois par Marc et puis par M. Dossier, c'est évident qu'on est aujourd'hui un acteur qui peut faire levier, qui peut intervenir. Mais on ne le fera pas seul, et la nécessité qu'on a de travailler avec les collectivités territoriales en particulier, et ce que vous appelez dans votre fresque la gouvernance, c'est exactement ça, c'est un incontournable. Que ce soit pour des créations de filières, que ce soit aussi pour faire bouger les choses. On parle beaucoup, vous en avez parlé dans la fresque, de la densification et de la question de l'artificialisation. Moi, je pense que la densification, elle n'est pas contradictoire avec le défi climatique. Par contre, effectivement, elle est mal acceptée socialement. On a un problème d'acceptabilité sociale de la question de la densification. Et la densification, c'est pareil, elle n'est pas contradictoire avec le zéro artificialisation. Au contraire, il y a peut-être des choses qu'on peut faire en surélévation, en remise de densité dans des bâtiments existants. Mais tout ça, on a un vrai besoin de portage politique. C'est-à-dire que si les acteurs que sont les bailleurs sociaux sont seuls pour porter ces questions-là, on n'arrivera à rien. Enfin, on le sait bien. Et donc, on a besoin de partager ça et de partager, d'aider, nous les élus, par des projets qui sont tenables à obtenir l'adhésion des concitoyens, et on a besoin, nous, des élus, pour porter ces sujets-là. Et moi, je pense que c'est une question aussi, cette non-étalement urbain, toutes les questions qui viennent d'être vues, c'est la question de l'accessibilité financière des logements qu'on produit. Et ça, c'est vraiment la notion de logement abordable. Et on revient un petit peu à ce que vous évoquez. Moi, j'aime bien la phrase qui dit que l'énergie, la meilleure énergie qu'on économise, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on doit tous bouger dans nos comportements, et on doit aussi aider nos locataires à bouger dans leur comportement du quotidien. Et ça, c'est un enjeu qu'on voit très bien dans la fresque, c'est-à-dire cette question par le biais de la culture, par le biais de la formation, par le biais de l'information, comment on amène à ce que ce soit la société tout entière qui bouge. Et nous, on peut être des accompagnants, on peut être des leviers, on peut être des opérateurs, comme on nous appelle assez souvent, mais j'espère demain des opérateurs du défi climatique, mais on ne fera pas seul. Voilà. Et je pense que c'est ça qui reste Il faut avoir à la fois un vrai degré d'exigence, c'est ce qu'ont souvent nos élus sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un vrai niveau d'exigence sur ce qu'on fait, mais il faut aussi beaucoup de pragmatisme pour avancer et ne pas hésiter à aller vers des choses qu'on n'a encore jamais faites. Et ça, ça peut faire peur. On essaiera d'en définir quelques-unes. Je pense qu'on reviendra aussi sur la densification. Je pense que vous avez vu la polémique avec la ministre du Logement qui a été obligée de faire la tournée des télévisions hier et notamment de faire l'ouverture d'un des 20h parce que quand elle a dit dans un colloque la petite maison isolée avec son jardin, c'est fini, tout le monde lui est tombé dessus. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur l'acceptabilité sociale de la densification,
il y a certainement matière à débat. Anne-Laure Stanislas, Patricia Dudonné tendait la perche vers les élus, vers les collectivités. Et là, dans une des premières réactions, on a aussi les organismes ne peuvent pas gérer seuls les îlots de chaleur générés notamment par les grands ensembles. Les collectivités doivent être partie prenante pour remodeler la ville ensemble. Donc comment vous voyez ce travail commun avec les bailleurs? Alors, bien entendu, comme ça a été dit par les personnes qui sont également présentes ce matin, on ne peut pas agir seul, ni collectivité, ni bailleurs, ni même le monde socio-économique sans nous. C'est vraiment une question de changement de paradigme et d'interdépendance entre nous qui fait qu'on va pouvoir résoudre ce défi climatique, parce que c'est la décennie là qui s'ouvre où en fait il faut vraiment changer de braquet et pouvoir impulser un changement de paradigme. Je crois que ça a été dit un peu plus tôt, et avoir une vision extrêmement systémique de la chose. Donc il y a une première chose, je pense que dans les dernières années, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu, c'était un petit peu le porter à connaissance. Déjà, savoir ce qui se passe, connaître. On a des chiffres qui ont été présentés en début dans le film. Sur le territoire métropolitain, le logement, c'est 34% de la consommation énergétique du territoire. Et c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, bien entendu, la collectivité peut agir avec les bailleurs, mais elle ne pourra pas agir sans emmener le parc privé avec elle, et sans non plus travailler avec, par exemple, la région sur la création de filières de formation, parce qu'on parlait, M. Gomez rappelait ce qui s'était dit hier sur le côté économique, mais clairement, c'est un écosystème local de la rénovation et de la construction qu'il faut pouvoir structurer. Donc ça, une collectivité, elle va pouvoir le faire déjà en agissant sur son propre patrimoine, en se donnant des leviers et des objectifs et sur la construction et sur la rénovation qui sont ambitieux mais faisables et qui vont, via la commande publique, permettre à des entreprises locales de se structurer, d'agir et de vivre de se développer, de pérenniser une action. Pas se dire c'est un coût isolé, quoi. On est vraiment dans la structuration d'une filière et de tout un territoire. Donc ça, c'est vraiment sur le volet commande publique, je dirais, et puis présence aux côtés des bailleurs. Par exemple, dans le cadre du schéma de transition énergétique et écologique, il y a 10% des actions de la feuille de route de la métropole qui relèvent de la rénovation énergétique aux côtés des bailleurs, aux côtés des acteurs privés, aux côtés du patrimoine public et privé. Donc voilà, on a vraiment je pense qu'on a vécu dans les années qui venaient la question de la connaissance, de la sensibilisation. Maintenant, il faut aussi qu'on change notre façon de penser, parce que bien souvent, on se heurte au mur du financement. Sauf qu'en fait, on a quand même un problème majeur qui est qu'on ne réfléchit qu'à l'aune de crédit en euros. On ne prend pas en compte la question de la ressource et des ressources de la planète, les ressources en biodiversité, les ressources en sol, on a parlé de l'artificialisation. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est nous tous qui devons, je pense, un peu changer notre logiciel quand nous prenons nos décisions. Et là, je parle vraiment de la puissance publique, mais pas uniquement. Vous parliez de la banque postale. Bien oui, clairement, il faut que les opérateurs financiers, eux aussi, changent un petit peu leur paradigme et la façon dont on évalue le risque. En fait, quel est-il le risque aujourd'hui ? Il est tout simplement que dans 15 ans, le centre-ville de Clermont-Ferrand ne soit plus vivable parce qu'on a des trop gros îlots de chaleur, parce qu'on aura voulu densifier sans prendre en compte la biodiversité des sols. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on fasse ce mouvement collectif, je pense, de changer nos échelles de valeur. Pas uniquement réfléchir en flux financier, mais bien réfléchir en qu'est-ce qu'on a en stock. Qu'est-ce que notre territoire propose et comment est-ce qu'on peut changer notre économie avec une économie centré sur les écosystèmes, la do-not économie, ou tous ces nouveaux modèles qui se développent. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent déjà, et je vous invite d'ailleurs à continuer à nous en envoyer. Des questions qui concernent aussi l'existant. Comment les organismes HLM peuvent-ils mieux maîtriser l'effet rebond ? Autrement dit, comment aller plus loin dans l'usage vertueux des logements ? Est-ce qu'il n'y a pas un héritage de surconsommation dans le chauffage également, en particulier dans les grands ensembles qui ont été construits dans une période où effectivement l'énergie n'était pas... Enfin, en tout cas, on imaginait que l'énergie n'était pas un problème, alors que c'en était un en devenir, mais en tout cas on a fait comme si. Et puis est-ce qu'il ne faut pas plutôt décarboner l'énergie plutôt que d'essayer de gravir le mur d'investissement globalement qui, d'après ce qu'on nous dit, serait peu atteignable dans le délai qui a été rappelé en introduction, c'est-à-dire à l'horizon 2050, 28 ans. Patricia Dudonné.
Moi, je pense effectivement qu'on doit se poser les bonnes questions. Le mur, il est haut, c'est vrai, mais si on commence à se dire qu'on va peut-être le contourner, non, il faut qu'on le franchisse, il faut qu'on trouve des moyens pour aller de l'avant et ne pas se voiler la face. Et je pense que la fresque qui a été montrée, cet aspect systémique où tout est lié est extrêmement important. Et la question, par exemple, comme le disait Madame Stanislas, sur le fait que tout ça forme un tout. Quand nous, on intervient en réhabilitation, vous parliez des grands ensembles, aujourd'hui, notre objectif, il est double. Il est de réduire la facture, par exemple, de chauffage de nos locataires, mais si on en reste là, on n'est pas complètement dans le rôle sociétal qui est attendu de la part des bailleurs. On a aussi des formations. Comment on gère son logement, comment on gère la chaleur dans son logement. Aujourd'hui, quand on construit du neuf, par exemple, la norme, c'est qu'on organise notre chauffage pour qu'on soit à 19 degrés. C'est pas facile en termes d'acceptabilité. Ça demande d'aller vers nos locataires, ça demande de passer du temps à expliquer, à former, à accompagner, et pour rendre cette donnée, qui est une donnée de base, acceptable par des locataires qui voudraient pouvoir tourner la molette et aller à 22 degrés parce qu'ils trouvent que c'est plus confortable. Et comment on arrive à leur expliquer, à la fois par l'entrée économique, puisque nous, on loge des gens qui ont des petites ressources, leur dire qu'ils ont un levier par rapport à leurs propres enjeux économiques, mais aussi d'arriver à en faire une prise de conscience au niveau de la planète. Et pareil, sur ce qui est la biodiversité, sur ce qui est le rafraîchissement, sur la végétalisation des toitures, le fait de casser, aujourd'hui dans les réhabilitations de plus en plus, on casse les effets de dalles, on casse les tours d'immeubles pour amener de la verdure, mais c'est pas pour le plaisir de faire du vert, c'est pour amener de la biodiversité, du rafraîchissement, et puis aider nos locataires à vivre dans ce milieu-là, c'est-à-dire à sortir aussi d'une habitude qui est d'habiter dans du minéral en ville, et ça, il faut qu'on a... Mais notre rôle, je pense, à nous bailleurs, il n'est pas uniquement dans la réhabilitation et dans la construction, il est aussi dans l'accompagnement d'un certain nombre de publics, et dans la pédagogie, on fait tous plein de choses, plein d'expérimentations là-dessus, et je pense qu'on met toujours beaucoup en avant l'argent qu'on dépense pour réhabiliter, l'argent qu'on dépense pour construire vertueux, mais assez peu toute l'énergie que nos équipes mettent dans l'accompagnement de nos populations pour faire évoluer la position citoyenne. Donc ça, c'est important. On a plusieurs aussi réactions qui vont dans ce sens-là, Rachid Kander, et notamment une inquiétude en disant est-ce que le surcoût que peut engager une réhabilitation ou un travail sur le bâtiment ne risque pas de renforcer encore un peu plus les inégalités sociales et de pénaliser ceux qui sont le plus en difficulté ? Alors, effectivement, si on segmente les approches, c'est un risque, mais l'enjeu pour nous, c'est aussi la péréquation et l'intérêt général supérieur. Donc, les investissements, on les porte aussi à ces échelles-là. Par rapport à la question de l'énergie, on a passé le peak oil en 2008, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, effectivement, on sait où on va. Donc on est condamné, entre guillemets, à innover, à trouver des alternatives. Alors je ne rentrerai pas... Vous pouvez juste expliquer ce que c'est pour ce pic le pic oil, c'est le moment où on commence, enfin où on a extrait le maximum de pétrole. Et là, les réserves sont vraiment en train de s'amenuiser. Voilà. Jusqu'à présent, on disait non, on a encore de la marge, mais là, on est vraiment en train de redescendre. Donc, on sait que l'horizon des énergies fossiles et commence à être bien maîtrisé. Et donc, il faut absolument trouver des alternatives. Et je ne rentrerai pas dans le débat du carbone, je laisse ça aux spécialistes, parce qu'effectivement, ça renvoie à des sujets qui ont aussi leur intérêt. Non, l'enjeu, oui, effectivement, c'est la solidarité, c'est la péréquation. Et pour revenir sur le slogan de tout à l'heure, c'est le changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, c'est effectivement comment raisonner à l'échelle d'un îlot, à l'échelle même plus loin d'un quartier. Et effectivement, les options de réseau de chaleur, par exemple, qui connaissent aujourd'hui un développement assez significatif, font partie de la réponse. Parce qu'à un bout de la production de l'énergie, demain, on sait injecter de l'énergie alternative aux énergies fossiles.
Alors Stanislas, deux petites questions en lien avec ce qu'on dit. D'abord, comment est-ce que vous travaillez sur l'acceptabilité des décisions qui s'imposent, qui vont être prises, et comment vous travaillez au-delà de, puisque évidemment on l'a vu avec la fresque, mais on ne peut pas être sur quelle que soit l'échelle du territoire que l'on prend, c'est toujours dépendant des territoires qui sont limitrophes. Donc comment vous travaillez en dehors de l'agglo de Clermont-Ferrand avec les autres élus? Alors, pour répondre à votre première question, sur la question de l'acceptabilité, là, à la fin du mois de novembre, la ville de Clermont lance une convention citoyenne, justement, pour évoquer avec les Clermontoises et les Clermontois la question de la ville de demain, la ville en transition, demain, jusqu'où on veut aller et comment on le fait. Et en fait, c'est pas juste une vue de l'esprit de se dire qu'on va faire un peu de maquillage et travailler avec des citoyens, des citoyennes, et puis après on fera des trucs géniaux et tout le monde sera d'accord. Non, c'est vraiment pour enrichir la façon dont la ville elle-même construit ses politiques publiques qu'on fait appel à cette convention citoyenne et qu'on peut justement réussir à se donner une feuille de route qui soit partagée, qui soit acceptable. On a toujours beaucoup de mal à travailler sur les questions de fermeture, de renoncement, de sobriété. C'est des mots qui sont difficiles à entendre. C'est évident. Tout à l'heure, j'entendais M. Dossier parler de la trajectoire d'espoir. C'est effectivement ce genre de choses-là qui vont être véritablement motrices pour faire en sorte de susciter l'adhésion. Donc, il faut qu'on réussisse à montrer, et c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais moi, je me dis que sur la question de l'alimentation, par exemple, mieux maîtriser ce qu'on consomme, pour moi, c'est facteur d'émancipation. C'est-à-dire que c'est quand même une chance de savoir d'où vient ce qu'on consomme, de pouvoir voir effectivement, alors dans nos quartiers, par exemple, avec l'expérimentation quartier fertile, comment est-ce qu'une culture maraîchère, ça réussit à nourrir un quartier, ça réussit à apporter plus de biodiversité, ça réussit à apporter énormément de choses. Voilà. Peut-être que c'est naïf de ma part, mais malgré tout, je pense qu'avec l'expérimentation citoyenne de nouveaux projets, on va réussir à surmonter cette question de l'acceptabilité. Je rajouterai également sur les nouvelles formes d'habitat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut... Alors, je n'ai pas vu la prestation de Madame Vargon hier, mais quelque part, effectivement, le modèle classique, il est à repenser. On ne peut plus, au XXIe siècle, penser comme on pensait au XXe. Et il y a énormément de choses qui s'expérimentent sur de l'habitat participatif en milieu urbain, en milieu rural. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, innover et qui vont en fait voir le jour parce qu'il y aura des élus locaux qui porteront ces choses-là. C'est sûr et certain, parce que quand vous réservez un terrain pour un groupe d'habitants qui ne savent pas exactement où ils vont parce qu'ils sont dans l'expérimentation et que vous le réservez pendant des années, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière et que voilà, ça c'est vraiment quelque chose où du coup effectivement les élus locaux doivent être présents et laisser leur chance aux nouvelles choses qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc voilà, sur cette question de l'acceptabilité, je dirais que l'expérimentation et le dialogue, c'est la seule solution qu'on ait en fin de compte, en se donnant une trajectoire claire, une trajectoire ambitieuse, mais voilà. Et on voit bien le gap qui reste, parce que l'exemple d'Emmanuelle Vargon, il est assez parlant, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle pense et ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer l'étalement urbain comme on l'a fait aujourd'hui, compte tenu des responsabilités qu'on a par rapport au climat, et le lendemain, j'imagine qu'au-dessus d'elle, on lui dit « ma cocotte, tu vas aller dire le contraire parce qu'on est à 6 mois d'une élection et que tu ne peux pas te fâcher avec ce qui reste le rêve français, ma petite maison, mon jardin ». Ce qui en plus, c'est quand on sait que je crois que c'est 63 ou 64% des gens vivent déjà dans une maison individuelle. Donc là, c'est pas une question maintenant, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait autour, comment on travaille autour de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de faire la fête. Et on a besoin de faire la fête, de réunir les gens et en faisant la fête, on va aussi sortir des pavillons, on va se rendre compte que faire la fête tout seul c'est moins drôle et faire la fête c'est le début d'un projet collectif. Et aujourd'hui on a besoin d'un projet collectif. On a besoin d'un projet collectif local qui va aussi nous permettre de construire un désir d'agir et d'entreprendre. Et pour moi là il y a plus du tout le vocabulaire du renoncement. On est dans l'intensité de ce qu'on fait parce qu'on fait des choses qui nous passionnent. On n'a plus
le sentiment de renoncer à quelque chose. On est heureux d'agir, d'avoir de l'autonomie, de s'émanciper. Et ça, pour nourrir cet engagement, je pense qu'il faut qu'on fasse la fête régulièrement, les fêtes de village, les fêtes de quartier, les fêtes d'immeubles, les fêtes de rue, ouvrir les rues, les play streets, pour que les gamins soient là et que les parents autour participent à l'activité des gamins. Tout ça, c'est des leviers de changement. C'est quand on fait la fête, on change de regard, on peut s'autoriser à dire « ah ben en fait, c'est plutôt sympathique » et on va introduire des nouvelles références. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on affirme que ce projet-là, il est positif, il est joyeux, il fait du bien. Oui, ça si je puis me permettre pour rebondir, c'est exactement un travail que nous, les bailleurs sociaux, on mène depuis très longtemps. Et alors, sans faire une opposition bailleurs sociaux, bailleurs privés, hein, c'est pas l'objet, on n'est pas là. Mais quand j'entends ce que vous dites, on fait des jardins partagés dans nos résidences, on fait des fêtes de voisins qu'on organise, on travaille avec des collectifs, on fait ce qu'on appelle des déambulations de pieds d'immeubles, on fait du contrôle de parties communes avec nos locataires, nos projets de réhabilitation, de plus en plus, on les construit à partir de concertations territoriales avec les usagers. Tout ça, c'est exactement ce que dit M. Noncier, c'est-à-dire qu'on crée du collectif autour d'un projet pour que les gens y soient heureux d'aller vers des choses qui n'existaient pas. Donc le changement, il est tout à fait possible. Je veux dire, quand certaines résidences ont été construites, il n'y avait pas de jardin partagé, ça paraissait une idée complètement farfelue. On minéralisait d'ailleurs les dalles devant, et donc voilà, donc on ne risquait pas d'avoir des jardins. Aujourd'hui, on déminéralise, on met des jardins, et on s'aperçoit que les gens viennent massivement, se les approprient, et ont envie de ces choses-là. Donc, l'idée, c'est pas d'enjoliver l'image. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr que le mur à franchir est important, bien sûr que même dans nos collectifs, on a des gens qui ne viennent pas sur ces jardins partagés parce qu'ils préfèrent rester chez eux, rêver que demain ils aient une maison individuelle, rien qu'à eux, bien fermée tout autour avec leur propre jardin. Bien sûr, et que ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Mais c'est en tentant des choses et en les réussissant avec des collectifs que petit à petit on fait changer les choses. Donc c'est vraiment la question de la trajectoire qui est importante. Et ce rôle-là, les bailleurs sociaux, ils l'ont, il est essentiel. Vous continuez bien sûr à nous envoyer vos commentaires, vos réflexions, et où je les cite directement, où je fais en sorte que les questions que je renvoie vers nos invités s'inspirent de vos réflexions. Oui, je vous avais posé une deuxième question, pardon, hein, c'est une petite digression, mais si ça permet d'avoir envie de faire la fête, ça valait le coup quand même. Alors je ne sais pas si vous avez envie de faire la fête avec les collectivités qui sont à l'extérieur de l'agglo de Clermont, mais comment vous travaillez avec elles ? Typiquement, alors là, vous m'offrez une transition, mais un pont magnifique que je m'empresse de prendre. La ville de Clermont, depuis 2014, est engagée dans une démarche de capitale européenne de la culture, en tout cas de candidature à la capitale européenne de la culture pour 2028, puisque c'est en 2028 que la France sera de nouveau hôte de la capitale européenne de la culture. Au départ, c'est quelque chose qui a été engagé avec une concertation des acteurs de la culture, le nouveau maire étant ancien adjoint à la culture, et on voit au fil des années et de la construction de cette capitale, de cette candidature à la capitale, un véritable élargissement. Parce que, comme M. Dossier, nous sommes persuadés que les acteurs culturels sont d'importants vecteurs de la transition, et que, encore une fois, comme le but, il est festif, il est convivial, il est la création de liens. On sent que ça, c'est un vecteur dont on ne peut se passer. Et d'une candidature qui était au départ celle de la ville de Clermont-Ferrand, on a abouti à une capitale européenne de la culture, en tout cas une candidature qui se pose à l'échelle du Massif central, puisque nous sommes les représentants de l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Massif central dans son ensemble, qui n'est pas une région administrative, mais bien une région du vécu. Il y a vraiment cette question de déborder de nos frontières. Et donc, quand on est... Alors là, c'est vraiment sur l'exemple de cette candidature qui va nous permettre de travailler avec l'ensemble des territoires qui composent le Massif central, des départements, des régions, des communautés de communes, en fait, d'ouvrir notre champ du dialogue classique et par exemple sur les questions d'autonomie alimentaire, puisque ça, c'est encore une fois la question de l'alimentation. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire en sorte que les gens se rencontrent, qu'ils cuisinent ensemble. Et donc, on sent que ça devient un des fils rouges de notre candidature, par exemple. Et
cette question de l'alimentation, ce n'est pas juste en faisant des jardins partagés en pied d'immeuble ou des petits carrés sur les 21 communes de la métropole qu'on arrivera à une autonomie alimentaire, ça c'est sûr et certain. Donc forcément qu'on est dépendant et donc on est dans un dialogue et dans la réciprocité avec les territoires qui nous entourent. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas réfléchir juste en silo. Mon territoire, c'est ma ville, c'est ma métropole. Non, bien entendu, ça va bien au-delà. Et c'est, je pense, extrêmement vrai en ce qui concerne les questions de l'alimentation, puis aussi sur la question de l'autonomie énergétique. Merci Julien Dossier. Je voudrais qu'on revienne, si on peut développer un tout petit peu ce que vous esquissiez tout à l'heure à la fin de votre propos introductif sur, et j'aimerais qu'on vous entende ensuite après sur les filières, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut développer, sur le fait que tout ce qui est logement et en particulier logement social, secteur HLM, puisse être un des moteurs de cette réponse aux défis climatiques. Je pense qu'on peut faire le lien avec le propos de Mme Stanislas. On a devant nous un enjeu numéro 1 d'isolation du parc existant. Pour cette isolation, on va avoir besoin de matériaux, prioritairement des matériaux biosourcés, donc issus de l'agriculture. Et œuvrons de manière à ce que nous puissions planter ici du chanvre, là de la paille, des céréales à tige longue pour en extraire de la paille, qu'on va utiliser comme matériaux d'isolation. Et on a la perspective de créer des pistes cyclables aussi entre les bâtiments d'habitation et les zones de production pour aller faire la fête. Justement, là je reviens avec mon mantra, pour avoir du plaisir à aller en loisir, découvrir ces lieux qui peuvent être des lieux de beauté, de ressourcement, de production alimentaire. On va aussi faire des dégustations à la ferme, créer ce lien, cette réciprocité, où on va découvrir qu'il y a des tas de métiers possibles liés à la transformation du logement dans lequel on habite. Ça, c'est une approche par la biologie. Il y a une approche aussi par l'énergie. En Allemagne, récemment, une entreprise comme Armor vient d'équiper les balcons d'immeubles d'habitation de panneaux solaires souples, transparents. Eh bien ça, c'est un équipement qui peut s'envisager à l'échelle du parc. Il y a beaucoup de façades d'immeubles qui peuvent être solarisées. C'est une façon de réduire l'apport de chaleur. On peut entreprendre une transformation technique, là, ici, où on va investir sur des métiers d'équipement, de solarisation, de raccordement électrique. On peut le faire aussi sur l'enjeu du stockage de l'énergie. On peut le faire sur l'enjeu du recyclage des matériaux, sur la décomposition des bâtiments pour qu'on puisse en extraire des matériaux et les réemployer. Il y a des nouvelles techniques de construction pour le neuf où on va viser la démontabilité. Et là, je vous encourage à explorer les travaux de la Fondation Bâtiment Énergie qui a fait un formidable travail de recherche sur l'économie circulaire dans le bâtiment. Quand on explore la biologie, la technique, les matériaux et la construction, 4 filières par exemple, où on voit qu'on a énormément d'emplois à faire. Et en plus, derrière ces filières qui sont directement liées à la vie du bâtiment et notamment de son enveloppe, bien, on a les métiers ancillaires, on va créer des pistes cyclables, on va entretenir des magasins de vélos et de triporteurs qui vont participer à la vie quotidienne, mais aussi faire le lien entre les lieux d'habitation et les lieux d'approvisionnement, et on va créer des flux. On parlait de faire la cuisine ensemble, créons des marchés, et les marchés, c'est aussi une façon de dynamiser ces pieds d'immeubles, de faire que les gens peuvent se rencontrer, qu'on trouve aussi des nouveaux métiers, qu'on peut croiser les activités, faire de la musique au moment du marché, donc avoir plusieurs propos qui montrent qu'on a de la place pour tout le monde. C'est aussi très important, c'est un propos inclusif, il y a de la place pour tout le monde, allons-y. Réaction Rachid Kander, notamment sur ces 4 filières possibles, c'est très très concret, ce que disait Julien Dossier. Oui, tout à fait. Je partage bien évidemment le caractère très concret de ces filières. Ce que je voudrais rajouter, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe, les bailleurs sociaux sont aussi des acteurs de l'aménagement du territoire. On est présent dans les petites villes de demain, les centres-bourgs, etc. Et donc l'enjeu de refaire la ville sur la ville ne se joue pas qu'à l'échelle des grands centres urbains, il se joue à l'échelle de tous les territoires. Il ne faudrait pas laisser à nos auditeurs croire que les bailleurs sociaux, c'est les gros des grosses villes, et puis qu'ailleurs, c'est juste une relation de dépendance. Je veux ton énergie, je veux ton l'alimentation, et voilà. Il y a une vraie
péréquation, dans tous les réciprocités, Anne-Laure Stanislas l'a évoqué tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi la place des bailleurs. Nous sommes des aménageurs du territoire et présents sur tous les territoires. Après, effectivement, il y a des spécificités. Et moi, j'ai envie de citer aussi l'énergie, la méthanisation, qui est issue du monde agricole, et aussi une richesse pour alimenter, pour revenir à notre enjeu de la facture de nos locataires, pour alimenter demain les réseaux de chaleur qui aujourd'hui, pour certains, tournent avec de l'énergie fossile. Donc c'est une réponse. Et Patricia Dudonné aussi, sur ces filières qui ont été pointées et sur ce potentiel aussi en termes de création d'emplois. Est-ce que là, on ne peut pas positionner aussi le logement social au cœur de cette nouvelle façon d'aborder la ville ? Oh, bien évidemment, et on y travaille déjà. Après, on revient au sujet qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire que là, c'est pareil, les bailleurs sociaux seuls n'arriveront pas à construire des filières. Il faut pas. On a aussi, on en a parlé hier, des contraintes économiques et financières qui font que dégager, faire naître une filière implique déjà au départ un investissement, un surinvestissement pour que la filière puisse émerger. On a parlé de formation, on a parlé d'accès à certains matériaux, et donc ça, il y a une première étape. Cette première étape, si on n'est pas accompagné par la puissance publique, elle va être compliquée même pour les bailleurs sociaux à mener. Je rappelle que nos ressources, ce sont les loyers de nos locataires qui sont eux-mêmes non seulement réglementés, mais avec des locataires qui ont peu de ressources. Donc le levier qui consisterait à dire on va leur faire un effort, ils payent un peu plus pour qu'on puisse derrière en réhabilitation générer une filière, ce serait complètement décalé par rapport à la situation. D'autant qu'on sait très bien, et on a eu l'occasion d'en parler en aparté, que c'est pas sur nos populations qu'on émerge nous, qu'on a le plus gros levier pour aller chercher l'investissement pour faire évoluer les marges. Par contre, nous, on a toujours été volontaires et on est un monde d'innovation, le monde des bailleurs sociaux. Et donc, on n'est jamais réfractaire à l'innovation. Si on est un peu accompagné, si on est plusieurs, on va peut-être parler de l'exemple de la massification qui est en train d'être travaillée à l'Ora HLM sur comment travailler justement la massification de nos opérations de réhabilitation. Là, c'est un enjeu important pour aller chercher des filières. Si on n'est pas seul, si on est plusieurs bailleurs, un nombre conséquent avec un gros parc à travailler, si on a l'appui des collectivités, pourquoi ne pas effectivement imaginer qu'on soit porteur et qu'on aille sur des filières. Moi, j'ai des exemples assez simples. Déjà commencer à faire du béton bas carbone, trouver des filières locales pour utiliser le bois, aller chercher du biosourcé, mais en s'intéressant à ce qui est produit localement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a évoqué sur les essences, faire du bois sans s'interroger d'où vient le bois, c'est une problématique, donc on doit s'interroger sur la filière. Il faut parfois peut-être renoncer à quelque chose qui avait l'air innovant au départ, si au résultat, il a une trace carbone qui est déplorable. Et donc il faut qu'on ait tous ces enjeux qui soient systémiques, de filière, de compréhension globale des modèles économiques de ce qu'on met en œuvre, mais il faut qu'on le fasse collectivement. Et on revient, je pense qu'on reboucle ce qu'on disait, c'est-à-dire que seul un bailleur social sur un territoire, il ne va pas créer une filière. Donc on a besoin d'être plusieurs bailleurs, on a besoin de l'appui des collectivités, on a besoin d'ouvrir nos territoires. On ne peut pas l'être sur une agglo ou sur un territoire même périurbain et agglo. On doit l'être à l'échelle d'une région, voire même peut-être encore plus largement. Alors sur la première partie de votre propos, il y a d'ailleurs plusieurs réflexions qui rejoignent ce qu'on se disait déjà à un moment dans ce débat, c'est-à-dire la préoccupation de ceux qui sont le plus en difficulté, qui ne doivent pas justement payer le surcoût de ça. Est-ce que, quelqu'un dit, est-ce qu'on n'est pas dans des préoccupations qui s'adressent aux ménages quand même ayant les ressources et qui sont les plus favorisés? Donc il y a aussi ce souci que vous pointiez, Patricia Dudonné, mais de tenir compte de l'état réel. Demander de la sobriété à des gens qui déjà sont des gens un tout petit peu, qui n'ont pas beaucoup de ressources qui sont sobres parce que ça s'impose à eux déjà. Donc ça peut parfois être choquant. Ce qui est un problème plus général, qui ne se pose pas simplement à l'échelle du parc de logement social, mais qui est un problème général à l'échelle du pays. Mais pour revenir à ce que disait M. Donzier, par exemple, on ne peut pas non plus avoir un comportement qui consisterait à dire nous on loge des gens qui ont une trace carbone qui est plus basse que celle de la moyenne de la population, donc ils nous versent de petits loyers, donc ce sujet n'est pas le nôtre. On va laisser des gens qui ont les moyens le traiter. Il faut que tous on le traite. Et donc si on peut par l'innovation qui nous constitue faire avancer les choses, il faut au niveau de la responsabilité sociétale, il faut qu'on y aille, on n'a pas le choix.
Le gisement par rapport aux défis climatiques, pour reprendre de la hauteur, il est sur le patrimoine existant. Et donc, effectivement, il s'adresse, en tout cas, à ces locataires-là. Donc, le défi, il est là. En termes de filiales, nous avons une chance en Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons du gisement bois, et avec les réserves que Patricia a évoquées, effectivement, pour ne pas se tromper sur la question des essences. Mais là, typiquement, il y aurait, entre guillemets, une vraie dynamique de filiales, mais qui dépasse le logement social, bien évidemment, qu'il faut développer. Julien Dossier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, peut-être trois points. Je pense qu'il y a la perspective de coupler des initiatives portées par les bailleurs avec des approches type zéro chômeur longue durée, territoire zéro chômeur longue durée. Les filières d'emploi que nous décrivons sont des perspectives de retour à l'emploi et d'insertion. Il y a un deuxième point sur le fait qu'il y a des tiers financeurs qui peuvent porter ce surinvestissement et qui pourront amortir l'investissement sur des temps longs. Et il n'y a pas forcément besoin de le faire reporter sur le locataire occupant. Et enfin, il y a des nouveaux outils économiques. On sait qu'on bute sur des questions d'indicateurs, mais on peut s'inspirer notamment de la valeur tutélaire du carbone. Donc c'est une approche qui dit qu'il y a plus de valeur dans les tonnes de carbone qu'on n'émet pas. Et ça, on peut leur donner une valeur très élevée. Et le rapport Quinet qui avait été remis à Édouard Philippe montre qu'on a un outil économique très puissant si on se met à valoriser les tonnes que nous n'émettons pas. Et ça, c'est un outil puissant pour pouvoir capter des financements qui vont être destinés à cette rénovation, qui vont produire de l'emploi et qui vont produire ce qu'on appelle des externalités, donc de la valeur qu'aujourd'hui on ne mesure pas forcément d'un point de vue marchand, mais qu'on ressent, y compris dans la beauté des paysages, dans le bien-être, dans la sérénité du quotidien. Ces choses-là, ça a de la valeur. On veut produire ça et on peut le faire justement avec des acteurs qui ont la taille, l'empreinte territoriale et la capacité d'unir leurs forces. C'est vraiment indispensable de travailler à l'échelle d'une filière collective la plus large possible. Alors, puisqu'on parle de filière et donc d'emploi et de formation, il y a beaucoup de questions, vous pouvez continuer à nous en envoyer d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de questions sur le rôle de la région. Puisque ça fait partie aussi de la formation de ses responsabilités. Comment vous travaillez avec la région? Que fait, il y a même une question très directe, que fait la région Auvergne-Rhône-Alpes en la matière? Elle n'est pas là pour nous répondre, malheureusement. Oui, non, mais vous avez des rapports les uns et les autres avec elle. Ce qu'on voit, par exemple, au niveau de la métropole, c'est que là, on est en train de bâtir notre plan local de l'habitat, la version 3 de ce PLH, qui a vraiment une ambition en termes de transition et qui, du coup, élargit un peu sa cartographie des acteurs. Parce que pour répondre à ce qui était dit à l'instant, c'est sûr qu'on ne peut pas faire seul, ça c'est évident. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'ouvre à d'autres, donc bien entendu la région est invitée à nos travaux, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on structure sur le temps long. Et de même qu'on ne peut pas travailler seul, on ne peut pas envisager la question de l'habitat et refaire un plan local de l'habitat sans le lier aux questions de plan de déplacement urbain, sans le lier à la question du plan local de l'urbanisme métropolitain. Et donc, on est de toute façon, je parlais en début du fait de mieux savoir, de mieux connaître, on est aussi aujourd'hui dans la création de réseaux et d'interconnexions entre nos différents schémas prescripteurs avec les différents acteurs du territoire. Donc, il faut de toute façon qu'on aille plus loin dans cette démarche-là. Puisqu'on parle de formation, il y a une autre question aussi, alors là qui s'adresse plutôt à Patricia Dudonné et à Rachid Kander. Est-ce que le personnel des organismes de logement social est aussi sensibilisé certainement, mais formé aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de formation aussi en interne pour vous par rapport à l'ensemble de ces enjeux? Et est-ce que vous avez devant vous, en termes de travail, sur cette transition énergétique, sur le défi climatique? Tout à fait. En tout cas, pour notre part, on a la chance d'être en plein milieu d'un projet d'entreprise, parce qu'Assemblia est né de la loi Elan et de la fusion entre deux organismes. Et donc, le temps du projet d'entreprise est effectivement idéal pour poser les perspectives. Et bien évidemment, les enjeux sociétaux au sens large sont au cœur de notre projet. Et avec la chance que nous avons, c'est des collaborateurs d'une moyenne d'âge plutôt basse, et donc qui fait que c'est à eux que revient la responsabilité de préparer l'avenir, et donc ils sont plein dedans.
Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est la moyenne d'âge, parce que ça a donné. Je J'ai l'encourage. parlé des collaborateurs, pas des collaborateurs. dirigeants. Bon, les dirigeants sont très âgés, mais on la patate quand même, mais bon, ça va bien le faire. Mais globalement, en fait, par exemple, nous à la SDH, et il y a un certain nombre d'organismes qui sont dans ces démarches-là, on a une démarche RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui est ancienne, puisque aujourd'hui, en AFNOR 26000, on est au niveau engagement RSE au niveau exemplaire, le plus haut. Et donc, nous, la formation constante sur ces sujets-là, elle existe. Mais ce qui est important, parce que quand on réfléchit RSE, on réfléchit vraiment quelque chose de systémique, c'est qu'il ne s'agit pas de former, par exemple, simplement les collaborateurs qui ont en charge des réhabilitations, qui, eux, ont des formations techniques récurrentes sur les nouvelles filières, sur les nouveaux modes constructifs, sur la nouvelle façon d'agir en réhabilitation. L'idée, c'est aussi d'aller former des gens qui ont en charge le développement social urbain pour qu'ils soient porteurs de pédagogie, de formation, pour qu'ils soient capables de faire du pied d'immeuble où ils informent nos locataires sur les options, les possibilités, qu'ils les font évoluer dans leur comportement. Et donc, moi, j'insiste vraiment, hein, le bailleur social, c'est pas un opérateur lambda. C'est un opérateur qui est vraiment systémique, qui est branché à plein d'endroits de la société. De plus en plus dans nos organisations, on retrouve des responsables énergie, des gens qui viennent avec des connaissances, des expertises très spécifiques autour de la question de l'énergie et qui donc irriguent l'entreprise de leur expertise, de leur savoir, de leur approche déjà, ne resterait-ce que ça. Et donc c'est extrêmement important de faire travailler par exemple des gens du développement social urbain qui font du pied d'immeuble avec un ingénieur spécialisé dans les questions énergétiques et donc dans la question de l'économie d'énergie, pour qu'ils montent ensemble des programmes qui vont aider nos locataires aussi en termes comportementaux et positionnement citoyen. Et là, on va déborder, on va parler alimentation, on va parler transport, déplacement, on ne va pas simplement venir sur uniquement le logement. Donc je pense que ça, moi je pense que c'est la fierté qu'on a, nous, les directeurs d'organismes, c'est qu'on est très fiers de porter des entreprises qui sont comme ça, qui sont un peu multicircuits et qui ont envie de peser sur la société, quoi. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir demain quand on sera plus concentré sur le défi sociétal et sur la responsabilité sociétale des organismes. Une petite réflexion qui revient sur ce que vous avez dit sur le bois en disant qu'il faut faire attention à ce que des forêts entières de feuillus ne soient pas sacrifiées au profit de monoculture et qu'on porte atteinte à ce moment-là à la biodiversité. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'on doit pouvoir relier les questions notamment de carbone et de biodiversité. Si, du point de vue carbone, on dit « Ah, il faut mobiliser du bois » et que la conséquence c'est des coupes rases, on détruit l'habitat et en plus on va avoir un impact très négatif sur les sols, voire on va conduire à relarguer le carbone qui était fixé dans les sols au moment où on fait la coupe rase et qu'on retourne les souches. Donc cette question de la forêt, elle doit nous inviter à avoir une autre approche. Plutôt que des plantations avec de la récolte, comme si c'était un champ de blé, on doit pouvoir, je pense, basculer vers la régénération naturelle, ce qui nous amène à privilégier des gros sujets avec des prélèvements spécifiques, de la régénération autour de ces prélèvements. Et ça, c'est intéressant parce qu'en termes d'emploi, on a devant nous des prélèvements plus légers, d'autres compétences de la forêt, une façon aussi de refaire vivre les petites scieries du territoire, et elles sont nombreuses. Là, moi j'ai en tête Amplepuis et la vallée qui remonte, il y a plein de petites scieries, et on peut avoir des scieries locales qui vont travailler sur des gros diamètres. Ça veut dire que nous, en termes de construction, au moment de la conception, on va aller plutôt vers de la conception en bois massif qu'en CLT, Cross Laminated Timber, qui va être du bois industriel d'agencement. Et là, c'est une autre façon de concevoir. Et puis, dans cette approche de la régénération, on va découvrir qu'on a aussi besoin de prélever plein de petites branches ou des sujets secondaires qui empêchent les sujets principaux de se développer. Et là, on a un réservoir. Pourquoi ? Pour de la fibre de bois, donc la ouate de cellulose, qu'on va utiliser dans l'isolation. Donc on a un gisement beaucoup plus large. Et en plus, à la fin, ça fait des forêts plus belles, qui deviennent des lieux de destination, dans lesquels on peut aussi avoir des cabanes ou des projets de loisirs qui peuvent être... Faire la fête, encore une fois. Exactement, exactement. On ne va pas faire la fête dans une parcelle qui a été déboisée en coupe rase. C'est horrible, c'est déprimant. Tandis que justement, quand on enrichit la forêt parce qu'on a plusieurs métiers qui peuvent coexister sur une même parcelle, c'est bénéfique pour toute la ligne. Alors, vous parliez du sol, là, si on revient sur le sol dans une zone plus urbaine, j'aimerais qu'on s'arrête un peu aussi, on l'a abordé hier, mais en termes économiques, en termes de coûts, sur la question du foncier.
Parce que là aussi, c'est un enjeu important pour cette rénovation climatique et pour la transition énergétique et pour ce défi climatique. Comment est-ce qu'on attrape cette question, Rachid Kander, pour que ça ne soit pas aussi une injonction contradictoire de plus sur la façon de gérer cette sobriété foncière? Ça l'est forcément contradictoire. Effectivement, refaire la ville sur la ville, c'est plus difficile, c'est complexe, c'est plus cher. On a des problèmes des pollutions, des problèmes de voisins, des problèmes de mutation, des problèmes de réseau. Donc c'est effectivement plus complexe, plus coûteux, mais c'est le sens de l'histoire. Donc effectivement, nous devons nous outiller pour être en capacité de répondre à cet enjeu. Par ailleurs, nous avons la chance historiquement, souvent les bailleurs, d'être des propriétaires de grandes emprises. On disait tout à l'heure, c'est à l'échelle d'un îlot. Voilà. Et donc, à ces échelles-là, peut-être que le gisement est à exploiter de manière plus optimisée. On peut-être surélever certains de nos patrimoines en structure bois pour être dans le bas carbone. On peut aussi densifier nos ensembles, tout en déperméabilisant, parce que l'enjeu, c'est aussi, comme disait Anne-Laure Stanislas, de retrouver de la nature en ville, et donc d'être dans l'habitabilité, finalement, de notre patrimoine. Mais la question du foncier, effectivement, c'est l'enjeu majeur, mais l'équation, elle est complexe, et nous nous préparons, et nous sommes déjà en train d'apprendre ces nouveaux métiers, de refaire la ville sur la ville, y compris en réponse à la question de l'alternative à la maison individuelle au milieu de sa parcelle, pour rebondir sur les propos ministériels. Alors, oui, pour rajouter de la complexité à tout ça, il y a aussi la question de l'équilibre territorial du logement social, et on le voit sur une métropole comme la nôtre, par exemple. Bien entendu, la ville-centre concentre 65% des logements sociaux, or il faut rééquilibrer à l'échelle de la métropole cet habitat, à apporter de la mixité partout. Et il se trouve que les ressources foncières, elles sont bien souvent dans des communes qui, du coup, en périphérie de métropole, ont plus de ressources hors en foncier. Et donc, c'est là que c'est important de se poser la question de comment on refait la ville sur la ville. Comment, vous le disiez dans votre fresque tout à l'heure, je ne sais pas si on l'a vu dans la version filmée, puisque, pour ne rien vous cacher, on a eu une petite explication en avant-première qui nous permettait de voir le fait que ce qu'on disait, ça s'applique aux grandes métropoles, mais ça s'applique aussi au cœur de villages. Et je crois que Rachid l'a aussi mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que cette question-là du refaire la ville sur la ville, de la ressource foncière, du zéro artificialisation nette, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais un des grands partenaires, en tout cas, qui n'est pas toujours présent, mais qui va nous contraindre, c'est l'État, le législateur, qui nous pousse à innover. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous très très volontaires sur la question de l'innovation. Au foncier, il y a un petit exemple qui me semble intéressant aussi, c'est le prix Pritzker, donc l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, qui a été donné à deux personnalités très inspirantes, Lacaton et Vassal, des Français, et qui ont montré qu'ils pouvaient intervenir sur des bâtiments existants, notamment des immeubles, typiquement des bars HLM, avec des stratégies de rénovation en double pot, en site occupé, et qui apportent une valorisation nouvelle en étendant les surfaces des appartements avec des nouveaux balcons sur lesquels on fixe la deuxième peau. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on ajoute quelque chose. Et là, pour moi, ça revient à ce message initial. La transition, ce n'est pas retirer, c'est aussi construire, ajouter, enrichir, embellir, en capacité, améliorer. Et tous ces verbes positifs, il faut se les approprier. Moi, je pense qu'on est dans un grand risque en ce moment de se faire matraquer par des gens qui nous disent c'est la peur qui doit dominer. Non, c'est l'espoir. On va construire, on va améliorer les choses. Et cet exemple de Lacaton Vassal, il est économiquement rentable, il est socialement juste, créateur de beauté et écologiquement efficace. Formidable! Patricia Dudonné, sur ce qui est votre terrain d'action, comment vous appréhendez aussi cette question du foncier, de la sobriété foncière, du sol, du travail sur le sol et sur la ville ?
On revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure et ça complète ce que disait Rachid, hein, sur des fonciers qui nous appartiennent. Il y a eu une époque où franchement, on artificialisait vraiment beaucoup. Donc déjà, en relibérant ces fonciers autour de nos bâtiments, la notion de zéro artificialisation supplémentaire, on peut déjà commencer à y travailler. Après, je pense que la ville sur la ville et le mot ville, je suis d'accord avec Rachid, peut prêter à confusion. C'est aussi le village sur le village, c'est la densification des centres-bourgs. Mais moi, je reviens peut-être aux propos liminaires que j'avais donnés, hein, c'est-à-dire qu'on a... Par contre, on pose aux élus, et je ne parle pas de Mme Stanislas, mais notamment, je pense à des élus de petites villes, de plus petites villes ou de villages, une question qui est complexe, qui est comment je peux atteindre l'acceptabilité sociale de ce qui me paraît légitime. C'est-à-dire le fait de reconstruire dans un centre-bourg alors que vous êtes dans un secteur qu'on appelle faussement dans le monde HLM détendu. Moi, je ne sais pas ce que c'est, ce que je disais à Rachid. Moi, je suis très détendu, mais le secteur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Où il y a des besoins, mais où les gens vont se dire, mais attendez, il y a plein de fonciers tout autour quand on regarde en dehors du cœur de village. Pourquoi on ne fait pas effectivement des petites maisons tout autour au lieu de vouloir faire un petit bâtiment autour du cœur de village. Voilà, pourquoi densifier? La question de la densification, je le répète, elle n'est pas contradictoire avec le défi climatique, bien au contraire. Mais c'est comment on arrive à la porter et à la rendre acceptable pour tous. De la même manière, aujourd'hui, quand on présente un permis de construire, souvent, on a des problèmes avec des collectifs de voisins qui, la première question qu'ils disent, c'est qu'il faut descendre un étage. Si on descend un étage, on artificialise encore plus nos sols, puisqu'on a moins de surface habitable par rapport à la surface occupée au sol. Donc, sans dire de parler des tours de Dubaï, mais rien que de dire que, conformément au plan d'urbanisme, il y a quelquefois descendre un étage, c'est mauvais pour l'artificialisation des sols. Et ne pas accepter, par exemple, de faire un étage supplémentaire en structure bois au-dessus d'un patrimoine existant parce que le voisinage dit mais c'est inacceptable qu'on passe de 5 à 6 étages, c'est une vraie problématique qu'on partage avec les politiques. C'est pour ça que là, on revient sur cette coopération. On peut le faire, on peut apporter cette densification qui apporte au défi climatique, qui nous permet de relever ce défi. Alors, dans les milieux raisonnables, il ne s'agit pas d'hyper-densifier, on est bien sur zéro artificialisation, sur rafraîchissement, sur aussi apporter de la biodiversité en pied d'immeuble, voire sur les immeubles. Hein. Mais par contre, il faut qu'on arrive à aller vers cette acceptabilité sociale, parce que sinon, on ne pourra pas relever ce défi-là. Quand on voit tout ce que ça recouvre et en même temps toutes les pistes hein, qui ont été tracées depuis qu'on a commencé à discuter ensemble, est-ce qu'au niveau des politiques publiques, au niveau du rôle de l'État, notamment de la réglementation, est-ce qu'il y a des adaptations nécessaires? Est-ce que dans le cadre actuel, on peut aller vers l'ensemble de ces pistes et de ces solutions? Moi, je pense que le cadre actuel est déjà pas mal. Quand on empile les stratégies territoriales hein, du SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, parce qu'il faut citer la région, donc j'en profite, en passant par les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, puis les PLU, plan local d'urbanisme, intercommunaux en plus. Donc du coup, on est vraiment dans de la mise en cohérence à l'échelle des bassins de vie, et puis avec des zooms qui sont, sur le papier, souvent très cohérents. Maintenant, de mon point de vue, le décalage, il est peut-être aussi lié à peut-être trop de segmentation de certaines choses, notamment les questions des transports. Alors même si la loi SRU a dit qu'il fallait relier urbanisme et mobilité, je ne parle pas de l'article 55 qui vise plus les bailleurs sociaux sur le pourcentage de logements sociaux par quartier. Donc j'allais dire que sur le papier, on a pas mal d'ingrédients. Ce qui peut manquer, c'est la mise en cohérence et c'est pas pour rejeter la charge à ma voisine Anne-Laure Stanislas, c'est effectivement la mise en œuvre aussi politique. Et notamment, votre question de tout à l'heure, et la pointer ce sujet-là, c'est la cohérence entre les territoires et sur le plan de l'intercommunalité ou inter-intercommunalité d'ailleurs. Anne-Laure Stanislas ? Je ne peux qu'approuver les propos, c'est-à-dire qu'effectivement, on est là pour créer de la puissance publique
ensemble, collectivement. Et donc c'est bien pour ça que on s'adresse bien entendu en premier lieu aux bailleurs sociaux, mais qu'il faut également parler avec le monde privé, avec la Fédération du bâtiment. On travaille sur une charte métropolitaine de la construction et de la rénovation durable. Enfin, c'est vraiment un travail de fédérateur, en tout cas, autour d'un projet de territoire. Parce que l'habitat, ça concerne tout le monde. C'était une évidence, bien entendu, mais je veux dire, on est tous concernés au premier chef par cette question-là. Donc, bien entendu, que l'État nous pose un cadre réglementaire, qu'ensuite il y a un espace de concertation qui doit être animé. En tout cas, au moins, et là-dessus, la métropole clermontoise en prend sa partie sur un territoire défini et qui doit regarder vers ses territoires voisins. Je vous livre juste un commentaire qui revient sur les réhabilitations et qui dit en gros attention qu'on ne mette pas aussi les locataires dans des travaux pendant des années et des années, comme ça a pu être sur certaines opérations. Là, ça enlèvera un peu le caractère festif de la chose. C'est bon. En même temps, là-dessus, je pense qu'on peut s'inspirer d'opérations comme celle que Patrick Bouchin et son équipe Construire ont menées à Boulogne-sur-Mer, avec des habitants de... Alors là, c'était une forme d'HLM, d'habitat continu, quasiment individuel, mais en site occupé. Et le projet de transformation avait été conçu avec les habitants. Mais je voudrais revenir sur la notion de l'État. Je pense qu'on a quand même des outils qui manquent. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir au moins une ligne, soit dans le ministère de la Défense, soit le ministère de l'Intérieur, qui vise à réduire les risques du péril qui menace la nation. Là, je ne suis plus du tout dans la fête. Parce qu'on a en même temps une menace qui est déjà avérée et qui touche aujourd'hui la population. S'adapter au changement climatique, ça devrait être un investissement national. On devrait avoir des fonds d'adaptation au changement climatique beaucoup mieux dotés, qui permettraient par exemple de porter certains fonciers, en disant ce foncier-là, aujourd'hui il a une valeur marchande pour les collectivités qui se disent je vais vendre ma charge foncière et je vais participer au financement de mes investissements, et ça fait partie de mon budget de collectivité locale. L'État devrait dire non, ce foncier-là, moi je vais le prendre au titre de l'adaptation au changement climatique, je vais lui mettre un budget important, vous faire le même montant que la charge foncière que vous auriez pu obtenir d'un promoteur ou d'une construction, et ce foncier-là, on va en faire un foncier de régulation thermique qui va absorber la surchaleur, qui va peut-être ici créer un îlot de forêt ou là un espace qui va être débitumé. Et donc ce fonds d'adaptation au changement climatique, c'est un fonds qui devrait être en haut du projet de plan de relance avec plusieurs dizaines de milliards à l'échelle du pays. Et ça manque. On arrive au terme de ce débat. Je voudrais laisser le mot de la fin à nos deux directeurs d'organismes de logement social, puisque le but de ces matinales est aussi de voir quelles sont les pistes de réflexion et de travail, et comment on peut travailler mieux dans ce couple élus, représentants des territoires, des collectivités et organismes de logements sociaux. Donc si vous deviez résumer ça en une phrase, Rachid Kander Merci. Alors, lâchement, je vais paraphraser ce que Anne-Laure Stanislas a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le porté à connaissance. À nous, il faut absolument, et là je vous rejoins ce dossier, il y a un plan hors sec à trouver, et on n'a plus le temps. Donc effectivement, il faut qu'au-delà des outils et du cadre qui permet de faire beaucoup de choses, il faut un booster ou un catalyseur sur 2-3 sujets très importants, très précis, mais avec toute l'énergie nécessaire pour pour décarboner. Mais je prends que la question du carbone. Je ne vais pas dire il est trop tard, parce que c'est pas ce que je pense au fond de moi-même, mais il est plus que urgent de changer de braquet. Patricia Dudonné. Pour répondre à la question qui était celle du départ, moi je pense que par rapport à nos liens avec les partenaires politiques, je crois qu'on a aussi besoin d'un peu de stabilité, c'est-à-dire il faut une vision, une orientation, et il faut une vraie stabilité des politiques locales. On a besoin qu'il y ait un chemin qui soit tracé et qu'on s'y tienne tous collectivement, et ça c'est extrêmement important. Alors on a parlé des différents niveaux de collectivité, ça serait bien aussi si on avait quelque chose de partagé, de cohérent, ça nous aiderait nous les opérateurs. Au-delà de ça,
ça, pas grand-chose à en dire. Mais je pense que le monde HLM, c'est toujours été un monde qui a innové. Donc on doit être à l'avant-garde de ce qui va se passer là, de ce que disait Rachid, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on ne va pas tergiverser, le porte à connaissance, il est connu, le chemin, il se dessine, on voit bien arriver. Maintenant, charge à nous, les bailleurs sociaux, d'y aller en mettant tout en œuvre en termes d'innovation, puisque pour répondre à ces attentes, il faudra être innovant à plein de points de vue. Et il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués, le coworking, des choses comme ça, qui vraiment, vous parliez des îles, le cohabitat, enfin voilà, vous avez parlé d'habitat participatif. On est prêts, nous les bailleurs sociaux, on en est capable. On l'a prouvé, je pense, sur les générations passées. On est capable de relever ces défis-là. Voilà. Par contre, on reboucle ce qu'on disait tout à l'heure, on ne le fera pas seul, donc voilà. Mais on est capable. Ça, il n'y a pas de souci. Merci à vous quatre pour ces échanges. Beaucoup de pistes de réflexion, de travail au-delà du constat. Et je pense que sur ce que vous disiez, on aura l'occasion certainement d'y revenir aussi demain, puisque on sera sur le défi sociétal. Donc rendez-vous demain matin à 9h pour la 3e de ces matinales du grand débat qui est initié par Laura HLM autour du logement social en Auvergne-Rhône-Alpes. Très bonne journée à toutes et à tous.